Mesdames, Messieurs, bonsoir. Cheikh Tidiane Diaw, bonsoir. Bonsoir Khalifa Diakhaté. Point sur l'actualité. Et nous démarrons par Amnesty International qui salue le limogeage du commissaire Aronassi. Cependant, l'Organisation des droits de l'homme condamne sa nomination au poste de conseiller au ministère de l'Intérieur. Le directeur exécutif de l'organisation s'exprimait en marge du rassemblement des victimes et parents de victimes policières à la place de l'obélisque. Seydi Gassama, que je vous propose d'écouter au micro de Chérif Dia et Ibou Cissé. Nous saluons son limogeage du poste de commissaire central de Dakar. Cela devrait être fait à la veille même, au lendemain même de la prestation de serment de Macky Sall, le limogeage de Aronassi. Nous le saluons, nous continuons à dire qu'il n'a même pas sa place à être en conseil des ministres de l'Intérieur. C'est quelqu'un qu'on devrait mettre, qui ne devrait plus exercer aujourd'hui une fonction dans la police nationale, en attendant que la justice, n'est-ce pas, établisse de façon pénale son rôle dans la répression qu'il y a eu. Donc, encore une fois, nous lançons cet appel-là. Nous pensons que le maintenir dans le système de la police, c'est encore une fois encourager les criminels potentiels à faire ce même genre de crime en se disant on me sortira peut-être de mon poste, on me mettra dans un autre poste. Cela est inacceptable. 29 navires de pêche étrangers interdits de pêche au Sénégal malgré leur autorisation. L'annonce est du ministre de la Pêche, Pape Diouf. C'était lors de sa visite à la direction de la surveillance et de la protection de la pêche. Nous l'écoutons, il est interrogé par Dissa Prera et Diafaraba. La mesure prend effectivement effet. À partir d'aujourd'hui, le 30 avril, on a donné notification aux 3 armateurs concernés pour un nombre de 29 navires qui doivent cesser à partir d'aujourd'hui, en tout cas, de pêcher dans nos eaux. Je dois préciser que cette mesure n'est pas destinée à fermer définitivement la pêche, puisque nous ne pouvons pas, en tout cas, nous empêcher d'avoir des bateaux qui pêchent dans nos eaux. Ça rentre dans le cadre des conventions internationales. Nous sommes obligés, en tout cas, de continuer à traiter ou à donner des licences à des bateaux qui sont en règle, mais dans le cadre défini par notre législation, à savoir le code de la pêche. Et puis trouver des voies et moyens à travers la coopération militaire pour améliorer la sécurité maritime des côtes d'Afrique de l'Ouest. La problématique a fait l'objet d'une conférence de presse ce matin. Le capitaine de Cosvet, Serigne Fallou Diouf, est interrogé par Dissa Prera et Diafaraba. Il s'agit d'un exercice qui a été dans le nom de code et Sahel Express, qui est donc un exercice essentiellement axé sur la lutte contre les trafics illicites, la police maritime, l'échange d'informations. Donc c'est un exercice qui a été conceptualisé par le gouvernement des États-Unis et dans sa politique donc d'aider les pays africains à renforcer leur capacité en matière de sécurité maritime et de sûreté maritime. Cet exercice nous permet dans un premier temps donc de nous entraîner à l'échange d'informations avec les pays voisins comme la Gambie, comme le Cap-Vert, comme la Mauritanie, avec qui nous partageons des territoires maritimes, à donc à parler le même langage, essayer d'être interopérable, parce que comme vous le savez, en mer, pour être efficace, il faut donc réunir ces aspects dont je viens de vous parler tantôt. Et puis le continent africain occupe une bonne place dans le programme de François Hollande. Le candidat socialiste est qualifié pour le 2e tour de l'élection présidentielle en France. Une fois élu, François Hollande promet un contre-discours de Dakar. Le chargé de co-développement de l'équipe de campagne de François Hollande, lui, Mohamed Sey, s'en explique au micro de Chérif Dia et Diatungaï. En 60 propositions, et il y a le point numéro 58 qui parle donc de l'Afrique, qui parle de la rupture avec la France-Afrique, donc avec tout ce que ça entraîne, donc c'est-à-dire en abandon des mauvaises pratiques que je ne vais pas rappeler ici, par exemple la cellule élyséenne qui a fait beaucoup de misère à l'Afrique, et puis il y a quelques changements qu'on va faire, par exemple au niveau du visa. Les visas seront octroyés par le ministère des Affaires étrangères.
et pas par le ministère de l'Intérieur. Ça va être assoupli et que ça va être beaucoup plus humain que ce qui est actuellement, parce que là c'est un peu honteux ce qui se passe, c'est quasiment un racket qui est organisé par nos consulats, donc nous on n'approuve pas du tout cette manière de faire. Pour l'aide au développement, on va essayer d'augmenter petit à petit l'aide au développement, sûrement il y aura une taxation sur les transactions financières et une partie ira pour l'aide au développement. Pour le discours de Dakar, nous sommes entièrement contre le discours de Dakar qui dit par exemple que l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire, on trouve ça scandaleux et donc François Hollande va répondre à ce discours, il va faire un contre-discours de Dakar et ça ne saurait tarder je pense après son élection quoi. De cette édition, c'est avec les violences policières. Lors de la dernière campagne électorale, le collectif des victimes et parents de victimes réclame réparation. Ses membres demandent l'ouverture d'une enquête pour situer les responsabilités. Le collectif a tenu un sit-in ce lundi à la place de l'Obélisque. Leur message est adressé à l'État. Chérif Dia Ibou Cissé. C'est un rassemblement pas comme les autres à la place de l'Obélisque. Ces porteurs de pancartes sont réunis par la douleur. Les uns ont perdu leurs proches, les autres portent toujours les séquelles de la répression policière pendant la période électorale. Ce jour-là, c'est moi qui ramassais les pneus brûlés, les barres de fer, les trucs comme ça. Moi, avec les journalistes, quand on a entendu qu'il y a un mort d'homme, avec les journalistes, on s'est dit qu'on n'a qu'à aller à Sumbargane, voir qui est réellement ce jeune. C'est là que j'ai reçu la balle. Toutes ces victimes-là, qui ont été torturées, tuées ou par la police, mais il faut que justice soit faite. Le collectif des victimes et parents de victimes des violences électorales est porté sous les fonds baptismaux pour réclamer justice. Demander à ce qu'une enquête judiciaire soit diligentée par les meilleurs délais, dans les meilleurs délais, afin que toute la lumière soit faite sur ces douloureux événements, afin que les coupables soient sanctionnés, mettant ainsi fin à l'impunité dont bénéficient les forces de sécurité depuis plus d'une dizaine d'années. Que l'État sénégalais demande pardon au peuple sénégalais. Les témoignages sont émouvants dans une manifestation sobre qui a vu la participation des organisations de défense des droits de l'homme. Il faut que les enquêtes soient ouvertes très rapidement et que ces enquêtes soient poussées pour que les personnes qui sont soupçonnées d'avoir commis ces crimes soient inculpés, soient arrêtés et soient jugés le plus rapidement possible. Et que les familles des personnes qui sont décédées ou les personnes qui sont torturées obtiennent des indemnisations. La répression policière pendant la période électorale a fait plus d'une dizaine de victimes et de blessés au Sénégal. Leurs familles, meurtries, refusent que ces actes soient impunis. Le travail est célébré ce mardi 1er mai comme chaque année. Le monde syndical sénégalais dépoussière à l'occasion de l'alliance qui date de 2000. Les centrales partagent une exigence, le respect des accords signés avec l'État. Par ailleurs, elles souhaitent la tenue d'assises du mouvement syndical et du dialogue social. Ariatala Yaya Diallo. On procède au dernier réglage dans les bourses du travail. Les centrales syndicales, celles qui figurent parmi les plus représentatives, comptent reconduire les mêmes cahiers de doléances. La baisse des impôts sur les salaires est leur principale revendication. Depuis 2000, il n'y a pas tellement d'avancées sur le plan de la satisfaction des revendications des travailleurs. Nous sommes également, en tout cas, nous sommes un peu, disons, heurtés du fait que l'ancien régime avec qui nous avions négocié en 2009, une plateforme revendicative autour de 8 points essentiellement, et nous avions paraphé donc un accord le 11 août 2009, et jusqu'à présent il n'y a qu'une partie donc de ces accords qui a fait l'objet en tout cas d'une application, c'est les augmentations générales de salaire. Il reste que surtout sur la fiscalité, et nous insistons, je pense que cette année nous mettons l'accent sur la baisse de la fiscalité sur les salaires. Avec le changement de régime, les syndicalistes prônent une nouvelle démarche. Ils exhortent aux autorités l'instauration de nouveaux types de dialogue avec les différents acteurs. Je pense qu'il y a lieu de faire l'état des lieux de la revendication, de recenser toutes les revendications de restitution qui font l'objet d'accords signés, d'engagements pris qui ne sont pas respectés, de droits bafouillés, des droits des travailleurs bafouillés, et de proposer un échéancier consensuel pour le règlement et vider véritablement ces revendications. La synthèse force du changement pense
qu'il faut bien convoquer des assises pour faire l'état des lieux de la revendication. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les repères vacillent pour ce qui concerne le mouvement syndical et le dialogue social. Les travailleurs souhaitent qu'au sortir de la fête du 1er mai, une oreille attentive leur sera accordée, surtout quand le patronat est convié à la cérémonie de remise des cahiers de doléances. Université Cheikh Anta Diop de Dakar, c'est la période des vaches grasses pour les restaurants privés. Les restaurants du campus ont fermé boutique suite au saccage dont ils ont fait l'objet. Les étudiants qui en sont les auteurs leur reprochent un manque de rigueur, ceux dans la conservation des aliments. Fatima Ba Demandaou. La nourriture, une denrée rare à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Au campus universitaire, seul le restaurant self est fonctionnel pour assurer le service minimum selon ses étudiants. Le resto self ne peut pas alimenter toute l'université, mais quand même, bon, c'est pour tout juste permettre aux jeunes étudiants, quand même, d'autres étudiants de consommer, parce que tout le monde n'a pas les mêmes moyens. Il ne faut pas, parce que nous avons besoin de manger, qu'il faut nous servir n'importe quoi. On est là, oui. Nombreux, certes, c'est difficile la gestion, mais quand même qu'il y ait un peu de sérieux dans ce qu'on nous donne. D'habitude, on pouvait débourser 150 francs pour manger le repas et aller suivre les cours. Aujourd'hui, vu les problèmes qui se sont passés la semaine dernière, donc les restos sont fermés et on ne peut pas rester sans manger. Nous sommes obligés de venir débourser 600 francs pour manger dans les restaurants privés. Aujourd'hui, tu peux voir des camarades qui ne mangeront pas, ça c'est sûr. Et jusqu'à quand, on ne sait pas. Du coup, l'accès devient difficile du fait de la demande qui est largement supérieure à l'offre, au grand bonheur des restos privés. Vous savez, il ne faut jamais se réjouir du malheur des autres, mais cette fermeture des restos nous arrange vraiment. Nous avons de plus en plus de clients. La problématique de la restauration est récurrente à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Certains étudiants d'ailleurs ont leur idée pour venir à bout de ce problème. Ce que l'État subventionne au restaurant, que l'État mette cela au niveau des bourses jusqu'à ce que les étudiants obtiennent au moins 100 000 francs, 90 000 francs. Et de ce fait, l'étudiant peut aller manger dans les restos privés. Cette situation survient au moment où le COUD a un nouveau directeur. Du pain sur la planche en perspective pour Abdoulaye Sarr. Et puis la suite de cette édition concerne des envahisseurs canins à Djida Thiaroye Kao, des chiens errants enragés qui plongent les populations dans l'angoisse. 4 personnes sont déjà victimes de ces bêtes. Témoignage recueilli par Marie-Christine Mendy et Ali Mbaye. ma jógee daayira mooy ñëw timis ba tolloo koñ bi rek ba dégg xaj bi di mboow gisuma ko ndeket ma jógee gannaaw. Les populations de Djida Thiaroye Kao ont perdu le sommeil. Des chiens enragés font la loi et sèment la terreur dans cette localité. Cette dame, victime des canines de chiens, a failli perdre son tibia. J'allais à la boutique, il faisait un peu sombre dehors et j'ai senti que quelque chose me suivait. Lorsque je me suis retournée, j'ai vu que c'était un chien. Je me suis mise à crier et il m'a mordu à la jambe. Heureusement que les gens sont venus à temps, sinon j'allais perdre ma jambe. Et là, je peux vous assurer que je souffre vraiment. Djida Thiaroye Kao, un quartier réputé populaire. Ses habitants s'inquiètent de leur sécurité. Ils sonnent l'alerte. Seulement ce qu'on attend du gouvernement, c'est vraiment qu'il nous aide en collaboration avec ses services, bon, notamment de l'élevage et des services d'hygiène, bon, vraiment qu'ils prennent vraiment ce problème-là au sérieux et venir vraiment exterminer ces chiens-là qui hantent actuellement le sommet vraiment de ces populations-là. Ces chiens-là attaquent en nombre important. Donc quand ils t'attaquent, tu n'as pas de possibilité de s'en sortir. Ils te blessent. Si c'est des enfants, ils peuvent même te bouffer. Et c'est un problème. On a écrit au préfet, on est allé partout, on a fait des demandes, on a tout fait. Mais actuellement, ils ne font rien. En plus des difficultés liées aux inondations, aujourd'hui, c'est au tour des chiens enragés de mener la vie dure aux populations de ce quartier de la banlieue. En moins d'une semaine, les chiens ont déjà fait 4 victimes.
Gestion des fonds du FESMAN, le Festival mondial des arts nègres, la polémique autour de la question, toujours d'actualité. Il est question là de 8 milliards de francs CFA qui auraient été illégalement affectés. Les détails avec Nafissa Toussila. La surtaxe sur les appels entrants n'a pas fini de révéler tous ses secrets. Dans sa livraison du jour, le quotidien L'Enquête affirme que cette surtaxe a généré 14,5 milliards de francs CFA. Et dans ce pactole, 8 milliards de francs ont été affectés au Festival mondial des arts nègres par le biais d'un virement de crédit pris par le président Wade. Ceci, estiment nos confrères, en violation flagrante de l'orthodoxie financière, car aucune loi n'a été votée pour indiquer l'origine et la destination de ces fonds. L'ancien délégué général du FESMAN, Abdoul Aziz Sow, balaie d'un revers de main toutes ces accusations. Totalement faux. Nous n'avons jamais reçu 14 milliards de l'ARTP pour les comptes du Festival mondial des arts nègres. Nous ne l'avons pas reçu. Donc le titre en tant que tel, il est faux. Nous avons reçu un virement dans le cadre de notre collecte de fonds venant et de l'État et d'autres États et d'autres partenaires du Sénégal. L'ancien ministre libéral affirme en outre ne rien craindre puisqu'une mission de l'inspection générale d'État est en train d'éplucher les comptes du FESMAN. Au moment où on parle, il y a des structures habilitées à contrôler la justification de ces opérations et la pertinence des dépenses qui avaient été effectuées et que ces opérations de contrôle sont en cours. Je pense que c'est aller un peu trop vite en besogne. Attendons que ces opérations de contrôle se terminent. Depuis février-mars 2011, l'inspection générale d'État, comme c'est de coutume pour des opérations de ce genre, est en train de procéder au contrôle qu'il faut pour valider, vérifier la justification disons des opérations. Pour rappel, la gestion des fonds du FESMAN a fait l'objet de beaucoup de controverses. Récemment, la presse a rapporté que la fille de l'ancien président Wade, Sindiély, a procédé à des remboursements faute de pouvoir justifier des trous dans sa gestion. Les sports, la page s'ouvre avec Cheikh Diandiao. Khalifa Diakhaté, on démarre avec le football, la Ligue 1 sénégalaise avec la bataille de la qualification pour les playoffs qui fait rage actuellement à l'issue de la 12e journée. Niary Tally et Uzo sont les grands bénéficiaires de cette journée. Le champion en titre s'est largement imposé devant Yakar 3-0. Niary Tally qui bat difficilement AS Pikine 1-0. Le point avec Abdoul Aziz Ndiaye. L'écart se resserre pour la course au play-off à l'issue de la 12e journée. Ouakam et Niary Tally sont les grands bénéficiaires de cette journée. Le champion en titre s'est largement imposé 3-0 devant Yakar, là où Niary Tally est venu difficilement à bout de Pikine 1-0. De quoi envisager avec sérénité les play-offs. Aujourd'hui, c'était un match à 3 points. Bon, il fallait essayer peut-être de tuer le jeu dès la première mi-temps, mais avec un peu de chance quand même, nous avons réussi à marquer 2 buts. Et maintenant, ce qui était difficile, c'est qu'il fallait contrôler l'ensemble de la partie et peut-être améliorer les goals différences. Rien n'est encore dit. Je pense qu'il nous faut 6 points au moins sur les 3 matchs. Nous avons aujourd'hui réalisé les 3 points. Il nous reste encore 3 points à aller chercher. Ils ont des individualités que nous avons essayé de bloquer. Et je pense que mes joueurs sont arrivés vraiment à les neutraliser. À partir de ce moment, le match était facile pour nous. Même cas de figure dans le bas de tableau. Dara se rebiffe après son succès 1-0 face à l'AS Douane. Du côté de Yakar, la mission devient presque impossible. Nous sommes à 6 points du premier relégable. Peut-être mathématiquement ça reste encore et on garde toujours l'espoir de jouer ces 2 matchs qui nous restent sereinement avec beaucoup d'engagement. Bon, le reste on laisse ça aux mains du bon Dieu. À 3 journées de la fin des phases de poule, le suspense est entier au plus grand bonheur des fans de la Ligue 1. Abdoul Aziz Ndiaye, merci. Dans les autres matchs, à noter la victoire du Garaf 1-0 sur Touré Kunda. Le leader de la poule, Adjambar, chute à domicile 1-0 face au Dakar University Club. CSS Guédiawaye Football Club en but partout. Dara bat Douane 1-0. Linger Gorée en but partout. Et puis Yego qui bat Casasport à domicile 1-0 au classement de cette poule A. Djambar leader avec 22 points, suivi de Ouakam 21 points. Duc 3e avec 21 points également. GFC avant-dernier avec 12 points. Yakar lanterne rouge avec 6 points.
Dans la poule B, Diaraf occupe la première place avec 22 points, suivi de Niaritali, 22 points également. Casasport 3e avec 21 points. Tourekunda et Dara ferment la marche. Nous parlons de natation avec la 4e édition des Nattes d'Or qui a vécu ce dimanche. Les meilleurs de la discipline ont été primés lors de cette cérémonie. Le président de la Fédération sénégalaise de natation qui, par la même occasion, a rempilé en temps respecté le calendrier de la saison. Mohamed Diop est interrogé par Saïr Insa Diop et Tchatungay. 4e édition du Nattes d'Or. C'est un moment de retrouvailles de la famille de la natation. C'est récompenser les jeunes, mais c'est aussi penser aux anciens nageurs, aux anciens officiels. Il y a des gens comme Sidat Nyan, notre parrain, qui ont eu à faire un immense travail pour que cette discipline se développe. Nous avons prévu les championnats, les Jeux Olympiques où on aura 2 représentants, mais il y a aussi les championnats d'Afrique qui se tiendront en septembre au Kenya. Et ensuite les championnats du monde en petit bassin en Turquie en décembre. Donc, mais le rendez-vous le plus important, ce sont les championnats d'Afrique en septembre au Kenya, où on espère que nos meilleurs nageurs arriveront, même si c'est très dur, à se hisser au niveau des podiums africains. Taekwondo, à présent, l'université de Thiès, l'université polytechnique de Thiès a accueilli la 3e édition du championnat interuniversitaire. Ils étaient 90 combattants répartis en 10 catégories. Cette compétition était en bon test en vue des championnats du monde interuniversitaire de mai prochain en Corée du Sud. Moussa Touré est le directeur de la compétition. Il est interrogé par Cher Sadibou Diarra et Mor Kharma. En première place, nous avons eu ESP. En deuxième place, nous avons eu Thiès. Et en troisième place, IAM. Le classement a été fait selon le système international. Dans un mois, il y aura au mois de mai, du 25 au 30 mai, il y aura les championnats du monde universitaire qui se dérouleront en Corée. Donc cette compétition aussi est une compétition test pour choisir les meilleurs étudiants. Et ça nous permettra aussi de voir un peu le niveau estudiantin. Le taekwondo au niveau universitaire est un peu en baisse par rapport au taekwondo normal, c'est-à-dire les gens qui ne sont pas élèves ou étudiants. Voilà, c'était tout pour la page des sports. Plus de développement donc à suivre tout à l'heure. Ce sera avec Pape Abdoulaye Der dans Planet Sport. Khalifa. Merci beaucoup, Cheikh Tidiane Diao. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis et bonne fête du travail. Et surtout, bonne chance aux chercheurs d'emploi. Bonsoir.